Et merci à l'Alliance française pour son invitation. Merci à vous d'être présent. Alors, en effet, on voit les montagnes depuis Venise. Je suis à Mestre, nous sommes à Mestre, et en prenant le bus pour venir jusqu'à Venise, aujourd'hui c'était particulièrement clair. Donc Venise est une cité maritime, c'est évident, c'est son histoire, mais les montagnes sont là, et elles sont proches. Je vous dis ça parce que dans le livre, euh, ce n'est pas, enfin, une chose qu'on peut comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'on parle de montagne qu'on oublie tout de suite l'élément aquatique. Bien au contraire, quelque chose qui vraiment m'a attiré et que j'ai essayé de raconter d'une manière que j'espère euh, pas seulement intéressante, mais aussi attractive. Quelque chose qui vraiment euh, relève un peu du magnétisme. Je vais m'expliquer, hein. C'est que même dans la roche la plus dure, il y a de l'eau. Même dans les montagnes qu'on a l'habitude d'opposer aux mers ou aux océans, l'eau est extrêmement présente. Bon. Alors, je suis en effet très très content de ce, enfin, que soit parue cette traduction. C'est la première traduction en italien. Le travail de traduction est remarquable, pour autant que je puisse en juger. Je m'excuse d'ailleurs de parler français. Il y a longtemps, j'ai travaillé sur de l'italien, sur de la philosophie italienne, mais voilà, la pratique me manque. C'était sans doute plus simple de le faire en français dans le cadre de l'Alliance française. Donc, la traduction est vraiment très très bien faite. C'est la première fois qu'il y a un ouvrage de moi traduit en italien. J'en suis très fier et je remercie les éditeurs d'avoir choisi ce titre. D'où me vient l'idée de ce livre? Je peux vous donner deux raisons presque à ce livre. Celle que je raconte, je vais y revenir, et puis celle que je ne raconte pas, mais qui est liée au livre précédent que Margot a évoqué. Penser comme un iceberg, qui est un livre sur les glaces en général, les icebergs, mais comme vous le savez, les icebergs sont des morceaux de glacier, donc qui est un livre aussi où il est beaucoup question des glaciers qui, on le sait, aujourd'hui fondent dramatiquement. Ma passion pour les glaces vient des montagnes. C'est la raison que je ne dis pas explicitement là, mais vous lisez le livre, vous en rendez compte, et c'est un des liens entre les deux livres. Les deux livres se répondent beaucoup. Ma passion pour les glaces vient des montagnes. De fait, je trouve qu'il y a peu de choses plus belles dans la nature qu'un glacier suspendu en montagne, dans la haute montagne. C'est une espèce d'alliance absolument incroyable entre le poids et la légèreté, une alliance entre quelque chose d'extrêmement solide, qui apparaît extrêmement solide, et qui en même temps, si on y réfléchit bien, et je reviens à l'eau, n'est que de l'eau cristallisée, de l'eau fossilisée, on pourrait dire, puisque c'est souvent de la très vieille eau, de l'eau un peu pétrifiée, quoi. Pourquoi pas aussi. Donc c'est quelque chose, voilà, d'assez contradictoire, un glacier suspendu, mais qui, je trouve, fascine, attire précisément, dégage quelque chose de très magnétique. Ça, enfin, quand on regarde un glacier en altitude, qu'on aime la montagne, le regard est tenu en haleine, hein, si j'ose dire. Moi, je le regarde longtemps, par exemple. C'est une des définitions de la beauté. Donc, ma passion pour les glaces vient de ces montagnes-là. Alors, revenons au livre, là, celui-ci. La raison que je raconte. La montagne que je vous raconte dans ce livre, elle est effectivement située. Le livre, en fait, est un cheminement. On part d'un lieu très précis, et la narration s'élargit. Elle s'ouvre sur des questionnements plus larges, d'autres lieux. Je l'ai fait exprès.
hein, c'est vraiment une intention d'écriture. On part d'un lieu très précis. Ce lieu-là, c'est un petit village dans les Hautes-Alpes, donc les Alpes du Sud en France, qui s'appelle Seillac, qui est un village d'altitude à 1640 mètres à peu près, si je me souviens bien, qui a une structure très resserrée sur un vieux noyau, où il y a encore beaucoup de maisons qui sont construites sur un mode très très ancien, et puis qui s'ouvre un petit peu avec une partie un peu plus ancienne sur un bras d'étoile, on pourrait dire, hein. Voilà, il y a le noyau là, et puis ça s'ouvre comme ça, en commençant à tout juste manger un petit flanc de montagne. C'est un petit village. Et puis, il y a deux bras qui s'ouvrent comme ça, du point de vue du relief, qui correspondent chaque fois à deux cours d'eau, le Mélésée et le Cristillan. Ce sont deux hautes vallées. Et à ce moment-là, la montagne s'élève. Je vous décris rapidement le relief. Et donc, j'ai eu la chance, grâce à des amis, de pouvoir passer pas mal de temps tout au fond de l'un des bras qui monte, en suivant le cours d'eau qui s'appelle le Cristillan et qui arrive à un cul-de-sac. C'est un village qui lui-même est un cul-de-sac. Et puis ce village, je l'aime beaucoup parce que familialement, je l'ai découvert étant enfant, c'est ce que je raconte, et puis avec ma petite famille, notre petite famille, nous y sommes retournés régulièrement depuis pas mal de temps. Donc il y a une habitude de fréquentation, une habitude de randonnée. Alors j'ai eu la chance de passer pas mal de temps au fond de ce village. Et je me suis dit, j'y vais parce que je veux expérimenter quelque chose. Qu'est-ce que j'ai voulu expérimenter? J'ai voulu expérimenter pendant une dizaine de jours la formule suivante, qui ressemble à un protocole de recherche et qui m'a donné en fait des raisons d'écrire. C'est que j'étais tout près, au fond de ce bras de vallée, de haute vallée, d'un haut plateau que j'affectionne particulièrement. Pour tous les détails, je vous renvoie au livre, qui est un plateau situé à 2400 mètres à peu près. Donc c'est ce qu'on appelle, en géographie physique, un plateau intermontagneux. C'est un plateau qui n'est pas trop haut, mais c'est quand même déjà une certaine altitude. Je précise ça parce que c'est intéressant, cette altitude-là. C'est une altitude où beaucoup de choses se passent. On va y revenir. Et je me suis dit, non seulement ce plateau est très beau, mais je vais aller le rejoindre très tôt le matin. Donc je partais régulièrement, tous les jours, à 5 heures du matin du chalet où j'habitais, pour rejoindre ce plateau à environ 1 heure de marche. Et je rejoignais ce plateau vers un petit peu avant 6 heures du matin, c'est-à-dire à cette altitude-là, au moment où, en fait, il fait encore nuit, puis l'aube pointe son nez. Ensuite, vous le savez, l'aube précède l'aurore arrive, puis vraiment le soleil se lève à l'aurore, et le soleil se découvre, éclate en quelque sorte, passe au-dessus des crêtes, environ 1 heure après. Donc en fait, je me suis dit, je vais arriver très tôt sur ce haut plateau pour découvrir, raconter la montagne en train de se réveiller. C'était au mois d'octobre, il y a maintenant 3 ans, octobre 2021. Donc je connaissais déjà ce plateau. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs jours. Et puis dès le premier jour, parce que je me rappelais un petit peu que c'était possible dans ce coin-là de montagne,
je me suis logé dans une anfractuosité rocheuse, il y avait un petit trou dans la montagne, pour essayer de disparaître un petit peu et faire en sorte que je vois finalement ce plateau se peupler peu à peu de tous les animaux qui pouvaient se mettre à le traverser, comme éventuellement en haut, dans les airs aussi. Bref, je voulais raconter, c'est ce que je raconte dans les 2-3 premiers chapitres du livre, comment finalement la montagne s'éveille, se repeuple à chaque fois, et comment la montagne vit, au fond. Sachant que, en octobre, c'est une saison extrêmement intéressante, parce que c'est une saison de transition. Octobre, c'est l'automne, mais la plupart des animaux se préparent à l'hiver. Donc je me trouvais assez rapidement devant le paradoxe suivant, c'est que je suis arrivé pour voir la montagne en train de s'éveiller, et je la voyais au fond, en train de s'endormir, dès le matin. C'est-à-dire de se préparer à tous les schémas d'hibernation des animaux qui n'avaient pas commencé à migrer vers le sud, en fait des animaux qui restent dans la montagne l'hiver. Voilà, j'ai eu envie de faire ça, parce que j'aime ce lieu, parce que j'avais envie de le raconter de cette manière-là, parce que ces heures-là, du début de journée, et je restais donc jusqu'à à peu près midi, 1 heure, et ensuite je revenais au chalet, et je travaillais, je réfléchissais sur ce que j'avais vu, j'écrivais. Mais ces heures-là, ces matins-là, en haute montagne, vous en êtes peut-être familier, mais ce sont des moments extrêmement précieux. Et en plus, à cette hauteur-là, donc ce plateau-là, eh bien cette haute altitude qui n'est pas trop haute, 2400 mètres, c'est précisément un niveau de la montagne où en fait la montagne se découvre complètement. C'est-à-dire qu'on voit tous les sommets, en haut, au-dessus, on voit la vallée en dessous. Du point de vue biologique, c'est un niveau où en fait on a à peu près toutes les formes de vie possibles, alors que plus on monte, bien sûr, il y a des formes de vie qui disparaissent, ou du moins le paysage biologique change. Et puis, quand on est dans la vallée, précisément parce que les vallées sont souvent habitées par les humains, les animaux n'ont pas forcément tendance à venir trop nous fréquenter. Donc c'est un niveau où, en fait, il y a beaucoup de monde. Alors que quand on y arrive à 5 ou 6 heures du matin, on a l'impression que d'une chose, c'est qu'il n'y a personne. Et ça, c'est une intuition que j'ai aussi beaucoup approfondie dans le livre. C'est-à-dire cette intuition qu'il y a des lieux, là on commence à sortir de ce lieu très précis, pour parler, pourquoi pas, d'autres lieux, les régions arctiques, que j'évoque beaucoup dans Penser comme un iceberg. Il y a beaucoup de lieux sur la Terre, sur notre planète, où on a l'impression que tout est mort, qu'il n'y a pas de vie. Les régions englacées, où il y a beaucoup de glace, les régions arctiques, la haute montagne en font partie. Et ça m'a toujours intrigué. Je me suis toujours dit, je me rappelle même très jeune, en fait, c'est pas possible. C'est pas possible que sur notre Terre, il y ait des lieux, il existe des lieux où il n'y ait aucune forme de vie. Alors, un exemple que j'aime beaucoup prendre, c'est celui-ci. Là, c'est pas exactement les montagnes, mais peu importe, vous allez comprendre. On a l'habitude de définir l'Arctique par la disparition des arbres. Plus on monte, et plus les arbres s'effacent. Et l'Arctique commence, il y a d'autres critères, mais l'Arctique commence, cercle polaire, les régions boréales, commencent à partir du moment où il n'y a plus d'arbres. Ça vaut aussi pour la montagne. Pour la montagne, on parle d'une ligne d'arbres. Et celle-ci tourne aujourd'hui autour de 2400 mètres.
par certains arbres, montent jusqu'à 2700, les mélèzes par exemple, ça dépend de leur résistance et puis des conditions du réchauffement climatique aujourd'hui. Cette définition de l'Arctique est fausse. Pourquoi elle est fausse? Parce que tout dépend de quels arbres on parle. Si on parle des arbres auxquels nous sommes habitués, c'est-à-dire ces arbres verticaux qui montent vers le ciel, bien sûr. Mais si on se met à parler d'autres arbres, la définition est complètement fausse. Quels sont ces autres arbres? Et à ce moment-là, il faut regarder vers le sol. Il faut se mettre le genou en terre, pencher la tête vers les tourbières, donc toutes ces zones très très humides de l'Arctique, lorsque le sol gelé fond, par exemple. Et puis, éventuellement, prendre une loupe. Il faut, bref, regarder le sol de plus près. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des tout petits arbres, des saules de Richardson, des bouleaux nains, qui sont hauts comme un demi-pouce, à peu près, parfois moins, et qui poussent à l'horizontale. Ils ne poussent pas tout droit, ils poussent à l'horizontale, parce qu'ils vont chercher l'eau, très très loin, souvent vers des côtes. Ils suivent les cours d'eau qui eux-mêmes s'écoulent vers la mer, et puis ils poussent à l'horizontale parce qu'ils résistent de cette sorte beaucoup mieux au vent, qui dans ces régions-là est particulièrement puissante, puisque précisément, il n'y a pas des forêts qui sont là, par exemple, pour les bloquer, et que le relief est assez souvent, disons, plutôt plat. Donc définir l'Arctique par l'absence d'arbres est une erreur. On ne parle pas des mêmes arbres, et donc quand on marche sur le sol, dans les régions arctiques, on marche, en fait, sans le savoir, sur des mini-forêts. Des forêts qui sont invisibles à l'œil nu, mais qui sont des vraies forêts. Je trouve que cet exemple est intéressant. Il est même là aussi un peu énigmatique. On n'y pense pas, c'est un peu contre-intuitif. Mais il est intéressant parce que ça nous permet de comprendre qu'il y a donc des régions où notre œil, notre regard, avec ses habitudes, ne voit rien. Et à ce moment-là, on déduit, nous, des capacités de notre regard, des capacités de notre œil, c'est-à-dire en fait de ses incapacités à bien voir. On déduit de tout ça qu'il n'y a pas de vie. Il n'y a pas d'arbre, mais le raisonnement s'étend. La haute montagne, c'est pareil. Quand vous avez l'occasion de discuter avec plein de gens, vous avez très rapidement le sentiment qu'ils pensent que plus on monte, et plus la vie disparaît. Moi, j'ai des amis qui sont scientifiques, dont c'est le travail, mais qui étudient l'extrême diversité des plantes vasculaires à 6000 mètres de hauteur dans la chaîne de l'Himalaya. Donc jusque dans les altitudes les plus hautes, on a des organismes qui développent une certaine complexité, puisque des organismes sont vascularisés. Donc il y a vraiment tout un système à part entière végétal en l'occurrence. Donc là aussi, c'est une erreur, par exemple, de dire, a fortiori, plus on monte en latitude ou en altitude, et plus la vie disparaît, mais surtout de ne pas comprendre que la vie ne disparaît pas, la vie se répartit autrement. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a moins de diversité d'espèces quand on monte en latitude et quand on monte en altitude. Plus on monte vers les glaces, plus on monte en altitude, et moins il y a de nombre d'espèces. Mais les espèces qui vivent en hauteur, en altitude comme en latitude, se répartissent autrement et continuent à vivre. Alors, cette intuition-là, c'est-à-dire vous croyez que c'est mort là, mais regardez mieux, ou alors écoutez mieux, touchez mieux,
mobilisez mieux vos autres sens que ce regard qui est tantôt capable, tantôt incapable. Organe roi de notre connaissance, mais qui, au fond, ne comprend pas tout, quand même. Hein. L'ouïe en montagne est extrêmement importante. Aussi dans les régions arctiques, quand on est dans des paysages de glace, souvent on se retrouve dans des situations où, en fait, on ne voit plus rien. Parce que le soleil est trop puissant, hein, c'est ce qu'on appelle le phénomène de white out. L'expression est donc anglaise, mais c'est-à-dire un jour total, un blanc total. On a ça aussi en montagne parfois. Hein. Et on ne voit plus rien. C'est extrêmement désorientant. À ce moment-là, il vaut mieux attendre et faire confiance à ses autres sens. Et l'ouïe est un sens capital dans ces cas-là. C'est probablement, pour beaucoup de gens qui sont habitués de ces milieux-là, l'ouïe de réorientation. Si on fait trop confiance à son regard dans ces situations-là, en fait, on continue à se désorienter, c'est comme ça qu'on commet des erreurs et qu'éventuellement on peut même périr. L'ouïe, grâce à l'ouïe, on se réoriente. Si on entend bien, par exemple, on sait qu'il ne faut pas aller dans cette direction-là parce que c'est la direction de la mer. Donc on ne va pas tomber à l'eau quand celle-ci est à 0 degré. Surtout pas. De même en montagne, l'ouïe peut tout à fait servir. Donc, vous croyez que c'est mort dans ces zones-là? Ne faites pas confiance à votre regard complètement. Réutilisez vos autres sens. Cette question du rapport sensible au milieu naturel que l'on croit dénué de formes de vie, mais qui en fait en sont pleins, c'est l'un des axes de ce livre. C'est ce que j'ai voulu raconter aussi lorsque j'observais la montagne en train de s'éveiller et à la fois de se préparer à l'hibernation à 6 heures du matin, c'est-à-dire durant ces heures extrêmement précieuses où toute une population d'animaux apparaissait, disparaissait, ce régime du sauvage hein, très particulier entre l'apparition et la disparition. Alors je vous raconte ça. Pourquoi ce lieu aussi? Ce lieu aussi parce que Seilhac, donc, c'est un lieu qui géologiquement est passionnant. Il y a des affleurements. Le langage est géologique. Les affleurements, ça veut dire en fait des roches qui affleurent, c'est-à-dire que l'on voit, hein, qui sortent un petit peu du relief. Il y a des affleurements qui sont très connus et qui intéressent beaucoup de géologues, parce que ce sont des affleurements qui apportent la preuve que tout en haut des cols, autour de Seilhac, dans une certaine partie, il y a des lambeaux, des morceaux de croûte océanique qui donc affleurent. Et ça, en fait, lorsque je l'ai su, ça correspond à des roches qui portent le nom d'ophiolites. Ce sont des roches très profondes qui ont connu des mouvements d'ascension, qui sont remontées du fond de la Terre, comme ça. Ça a pris des milliers et des milliers d'années, qui ont été hydratées, donc qui ont connu des passages par l'eau, ce qui leur a donné une espèce de couleur un peu verdâtre. Et puis elles ont été hissées comme ça, jusqu'en haut des cols. C'est ce qu'on appelle donc des ophiolites. Et on les trouve tout en haut. Et je me suis dit, du point de vue poétique, comme scientifique, c'est extrêmement puissant. Pourquoi? Parce que ça veut dire que l'océan qui précédait cette chaîne de montagnes, ce qui est un fait géologique, qui était en bas, se retrouve en haut. Donc plus on monte dans ces montagnes-là, et plus en fait on rejoint un océan perdu. Je me suis dit, c'est génial. Poétiquement, c'est magnifique. Et géologiquement, en plus, c'est vrai. Donc je voulais aussi approfondir à la fois ce fait scientifique, bien le comprendre, je le décris, je le raconte, et puis à la fois développer en quelque sorte son potentiel littéraire. Le fait que le bas se retrouve en haut, que la montagne porte
le souvenir de l'océan. Ce qui n'est pas le cas de toutes les montagnes. Hein. Les Pyrénées, c'est une autre conjugaison du rapport à l'océan. Et donc je vous raconte de la géologie, parce que c'est un dialogue aussi avec cette science-là, qui est une science assez fascinante, puisque c'est une science qui est pratiquée par des gens qui, au fond, sont habités par des fantômes, comme les paléontologues. Ils travaillent sur des traces, mais des traces de disparition, en fait. Et ils font tout pour, évidemment, faire réapparaître les fantômes. Quand vous discutez avec des géologues ou avec des paléontologues, vous vous rendez compte que ce sont des gens qui voient toujours des mondes derrière d'autres mondes. Quand ils regardent une montagne, ils voient une autre montagne, celle d'il y a des milliers d'années ou des millions d'années. Et avant cette autre montagne, par exemple, un océan. Donc ce sont des gens, en fait, qui habitent des maisons un peu hantées, hein, pour le dire, pourquoi pas avec cette image-là, qui vivent vraiment dans un monde de traces qui s'empilent sans cesse. Et je voulais travailler ça aussi. Il y a un géologue qui a une très belle expression. Être géologue, c'est s'employer à remettre les pétales sur la fleur. La fleur a perdu ses pétales, eh bien, on repasse le film à l'envers. Il faut lui remettre les pétales. Et donc, ce lieu-là, Seillac, a cette particularité géologique qui a intéressé beaucoup de géologues et que je voulais moi-même approfondir avec mes outils, hein, et à la fois scientifique dans un dialogue avec les sciences, et puis littéraire, philosophique, du point de vue de mes compétences plus directes. Et je retrouvais chaque fois cette idée que donc l'eau fait partie de la montagne. L'océan est là. Et à ce moment-là, je me suis intéressé à l'un des peuples de la montagne dont on parle peu, même si, heureusement, on en parle de plus en plus, parce qu'on se rend compte que c'est un peuple particulièrement important dans les régions montagneuses, mais aussi dans les régions arctiques, en fait dans les régions au climat extrême. Ce sont les lichens. Pourquoi je vous parle des lichens? Parce que les lichens, en fait, ce sont des traces de présence océanique dans des milieux qui ne le sont plus. Les lichens viennent des océans. Ce sont des êtres symbiotiques, comme on dit. C'est un mélange de champignons et d'algues, avec en plus des bactéries. Donc dans un lichen, il y a du monde. Un lichen n'est jamais un lichen. Un lichen est toujours plusieurs êtres en même temps. Le champignon fournit à peu près 90% de l'eau à l'algue. Et l'algue, en fait, aide par son travail de photosynthèse le champignon à vivre. Il lui fournit ses glucides, ses lipides, ses amidons. C'est vraiment un travail symbiotique, hein, selon le terme de la microbiologiste Lynn Margulis. C'est un travail, c'est un co-travail. Voilà, depuis des millions d'années, dans le lichen, ça travaille de manière concertée et participante. Et il y en a plein en montagne. Et en fait, je me suis trouvé à regarder de très près les lichens. C'est magnifique. Franchement, je vous enjoins à regarder les lichens de très près, à vous trouver des photographies de lichens, crustacés. Alors, il y a une infinité de genres. C'est d'une poésie superbe. Et ce qui est incroyable, c'est que du point de vue biologique, vous vous rendez compte de son intérêt à plein de niveaux. Les chamois, il y a pas mal de chamois à Seillac. Les chamois, lorsque la nourriture vient un peu à manquer, et d'ailleurs pas seulement quand la nourriture vient un peu à manquer, mais broutent beaucoup de lichens.
Ils adorent le lichen, c'est un petit goût de silice qui manifestement les attire pas mal. Donc ils vont le chercher en hauteur, ils vont le chercher même jusque dans la vallée lorsqu'ils le trouvent, sur les arbres. Les lichens, on le sait, sont des très 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 bons bio-indicateurs de la pollution de l'air. Aujourd'hui, de plus en plus, on utilise les lichens pour faire des analyses de l'air, de la qualité de l'air en ville. Selon la capacité de la résistance du lichen à l'air, par exemple, émis par le dioxyde de carbone émis par les pots d'échappement, on se rend compte que, ou pas, s'il y a des seuils qui sont vraiment dépassés, si c'est vraiment catastrophique ou pas. Le lichen étant extrêmement sensible, en fait, à la qualité de l'air. Et puis, ce qui est assez fascinant aussi, c'est que donc le lichen est une trace d'océan, hein, c'est une algue, en partie. Le lichen, en fait, ça bouge. On croit que c'est complètement immobile. Et puis on se dit spontanément, parce que c'est immobile, c'est quand même pas loin d'être mort. Une fois de plus, on retrouve cet argument. Non, non, ça bouge. Ça bouge très lentement. Ça bouge sur des milliers d'années, d'accord, mais ça bouge. Et puis d'ailleurs, ça travaille aussi, ça travaille la roche, vous savez, ça s'accroche à la roche. Ça boit l'eau des roches, ça boit les cristaux qu'il y a dans l'eau des roches. Ça s'infiltre aussi dans la roche. Et je vous dis ça parce que le lichen qui s'infiltre dans la roche, c'est aussi le lichen qui fait pénétrer de l'eau de la pluie par exemple, ou l'eau de la neige, l'hiver, dans la roche. Ce qui fait que quand l'eau gèle dans la roche, ça éclate la roche. Et la roche qui éclate, qui ensuite s'éboule, tombe, on appelle ça quoi? On appelle ça comment? C'est l'érosion. Les lichens aident la montagne à s'éroder. Et l'érosion naturelle, ça fait partie de la vie de la montagne. Plus une montagne s'élève, et plus en même temps elle s'érode. Beaucoup de géologues considèrent que c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a une hauteur à peu près maximale sur la planète des montagnes. C'est que finalement, il est probable qu'on ne dépasse pas quand même la taille actuelle de l'Everest, l'altitude actuelle de l'Everest, parce qu'il y a un effondrement gravitaire naturel, lié à la gravité. Donc le fait de s'élever pour une montagne et le fait de se casser, c'est ça la vie de la montagne. Et donc les lichens qui travaillent, qui contribuent à l'érosion de la montagne, font partie, aident la montagne à vivre. Bon, finalement, voilà, je me trouvais à décrire tout ça, à comprendre tout ça. Alors il y avait un jeu, évidemment, entre du travail préalable, que je voulais vérifier sur le terrain, mais que je vérifiais sur le terrain. Et je voyais tous ces animaux qui peu à peu peuplaient mon plateau, éventuellement cohabitaient entre eux, se prévenaient l'un l'autre d'un prédateur qui arrivait. Avez-vous déjà, par exemple, entendu le cri de la marmotte qui est adressé au chamois dès qu'un aigle royal passe au-dessus? Les deux se parlent. Ils s'avertissent du fait que l'aigle royal peut autant être intéressé par la marmotte que par le jeune chamois. Donc ils se préviennent. C'est de la coopération. Et ça correspond à un type de cri, qui est un cri d'alerte qui ne vaut pas simplement pour la marmotte et ses copains, copines marmottes, mais qui vaut aussi pour d'autres espèces. Et quand vous êtes dans une situation où vous comprenez ça, vous entendez ça, vous voyez ça, en fait vous vous dites, voilà, là il y a de la coopération interspécifique. Et c'est une preuve supplémentaire de la vie du haut plateau sur lequel j'étais. Alors je raconte tout ça, et puis au fil des chapitres, j'arrive à cette idée que il y a des lieux auxquels on s'attache.
Et ça vaut la peine de s'attacher parce que ça nous permet de comprendre des phénomènes, des dynamiques beaucoup plus larges. C'est au fond ce que quelqu'un qui est décédé maintenant, mais dont vous avez évidemment entendu parler et que vous connaissez au moins son nom, Bruno Latour, appelait la question des attachements. Ce qui est intéressant lorsqu'on réfléchit en écologie aujourd'hui, par exemple, c'est de se dire, c'est déjà de ne pas le faire en général. De ne pas le faire, je crois, de manière trop abstraite. C'est un philosophe qui vous parle. C'est-à-dire d'ancrer, en fait, sa réflexion, de la situer. L'attachement, c'est ça. On a tous et toutes un lieu auquel on s'attache, auquel on est attaché. Peu importe lequel. Et beaucoup de choses se jouent dans ce lieu aujourd'hui. Et en s'attachant à un lieu, on comprend des choses bien plus générales, qui sont liées aujourd'hui, vous le savez, hein, au réchauffement climatique, qui sont liées à la perte de la biodiversité. Surtout, relions les deux, ne séparons plus les deux. Arrêtons de parler uniquement de climat, les deux sont liés. L'extinction de masse et le réchauffement climatique, il faut vraiment faire en sorte de ne pas séparer les deux. Et donc s'attacher à un lieu, souvent, c'est comprendre ça. J'en veux pour preuve un terme qui décrit beaucoup de réalités dont vous avez peut-être entendu parler et qui est un néologisme, mais que je crois donc important de rappeler, qui a été créé par un écologue australien il y a une quinzaine d'années, Glenn Albrecht, qui parle de solastalgie. Peut-être, je ne sais pas si ce mot-là en Italie est passé dans le langage courant. Ça vient, on en parle de plus en plus. Que désigne ce terme? Solastalgie. C'est un néologisme, c'est une réunion de deux termes. Solace, en anglais, la sensation de confort. Solace, ça désigne le fait de se sentir à l'aise, d'être bien, d'être familier. Et puis le algos grec de nostalgie, hein, vous savez, la nostalgie, nostos, algos, la tension vers le chez-soi, mais le chez-soi qu'on n'a plus. On a quitté son chez-soi et on ne peut plus y revenir. La nostalgie, c'est ça. On est parti loin de chez soi et on a la nostalgie de son pays. Ulysse en est la grande figure, Homère, même si le terme n'apparaît pas du tout dans le texte d'Homère, nostalgie, mais c'est pas grave. C'est la figure. Donc Glenn Albrecht a créé ce terme, solastalgie, c'est-à-dire pour désigner la volonté en fait de retrouver ce sentiment de bien-être quand on est quelque part dans un lieu que l'on connaît, que l'on aime. On se sent bien. Pourquoi il a créé ce terme avec, évidemment, derrière toute la grammaire de la nostalgie? C'était pour désigner toutes les situations aujourd'hui où en fait ce qui se passe, c'est la destruction du milieu dans lequel on vit, auquel on est attaché, devant ses yeux, sans qu'on puisse pouvoir faire quoi que ce soit. Donc la solastalgie désigne ça. Lui a créé ce terme après, il vit en Australie, après avoir vécu la situation suivante, une compagnie minière est arrivée tout près de chez lui et a commencé à creuser une mine pour en extraire des métaux rares. Le paysage a été complètement dévasté. Et il a beaucoup réfléchi à ça, il a été extrêmement affecté, il s'attache à son territoire, et bien sûr, vous imaginez que beaucoup d'autochtones sont concernés par ces questions-là. Et en fait, depuis, il a créé ce terme pour désigner en fait toutes les situations dans le monde où on ne part pas de chez soi, ce n'est pas de la nostalgie, on reste là, mais il y a une catastrophe dite naturelle, une tempête, très grande pluie, une compagnie minière, donc une catastrophe là d'un autre type qui arrive, un incendie, bref, tout se détruit devant vous, là où vous habitez,
et vous ne pouvez rien faire contre. Il a été par exemple appelé en renfort pour essayer de traiter un certain nombre de problèmes psychologiques en Suède en 2017 lorsqu'il y a eu d'énormes incendies de forêt à cette époque-là, et on sait maintenant que les incendies de forêt se répètent partout dans le monde à une vitesse grand V. Donc la solastalgie, ça désigne ce type de détresse existentielle que beaucoup de gens ressentent aujourd'hui parce qu'ils sont attachés à leur lieu quand ils voient que leur lieu se détruit sous leurs yeux et qu'ils ne peuvent rien y faire. Donc bien sûr, pour les régions arctiques, je reviens au tout début et puis je finirai peut-être, pour les régions arctiques, avec la fonte des glaces, et c'est un dossier très compliqué parce que c'est difficile de dire à quelqu'un c'est vous qui êtes responsable de la fonte des glaces. C'est un phénomène tellement global, multifactoriel, qu'il n'y a pas un seul responsable. Mais beaucoup d'autochtones, en fait, vivent ce sentiment de solastalgie. Les glaciers, qui sont des interlocuteurs pour eux dans leur représentation de vie quotidienne, disparaissent. Donc ce sont des interlocuteurs qui disparaissent. Mais on pourrait dire pour la montagne de plus en plus casse, on le sait, et pas de cette manière que j'ai utilisée pour décrire l'érosion tout à l'heure. Ce n'est pas de l'éboulement naturel qu'on entend toujours aujourd'hui. Il y a une façon pour des pierriers, par exemple, pour des éboulis de tomber aujourd'hui dans les montagnes qui ne sont pas naturelles, mais qui viennent du fait que justement, il n'y a plus de neige, il n'y a plus de ciment entre les roches, et que la neige fondant, les roches tombent avec le manque de neige, le pergélisol, le permafrost n'existe plus, et ça, c'est une érosion non naturelle, qui est vraiment due au réchauffement climatique, et qui a des effets extrêmement nombreux. Permettez-moi de reparler de la marmotte pour terminer, parce que d'une part j'aime bien les marmottes, et puis je trouve que l'exemple est très éloquent, et puis approprié ici, puisque finalement c'est l'une des raisons pour lesquelles entre la France et l'Italie il y a encore une impossibilité de contact, vous allez comprendre, c'est que la réduction de la couverture neigeuse en montagne, les marmottes alpines en souffrent beaucoup. Pourquoi? Parce que moins il y a de neige en hiver, quand les marmottes hibernent, bien en fait, moins elles ont chaud dans leur terrier. Une bonne couverture de neige, ça réchauffe. C'est isolant en fait. Donc dans leur terrier, elles ont froid. Parce que quand même dehors, il fait froid l'hiver encore. Donc qu'est-ce qu'elles font les marmottes pendant 6 mois? En fait, elles n'arrêtent pas de bouger comme ça. Elles se fatiguent énormément. Quand elles sortent, au printemps, de leur terrier, elles sont épuisées. Les portées, c'est-à-dire les petits, qui sortent avec la famille, eh bien, ils sont eux-mêmes en moins bonne forme, parce que la mère a passé beaucoup de temps à essayer de se réchauffer tout le monde, le père lui aussi, qui joue le même rôle dans le terrier, essaye de réchauffer un peu tout le monde, mais voilà, c'est dur, parce qu'une fois de plus, il n'y a plus le... Imaginez, il fait froid, vous êtes dans le lit, mais vous n'avez pas de couverture. C'est exactement pareil. Donc tout le monde sort au printemps fatigué. Alors que normalement, la fin de l'hibernation, c'est la pêche. C'est la joie de sortir, on peut avoir faim, mais on se restaure très vite, mais c'est la joie. C'est un moment normalement de joie, on reprend vraiment vie, quoi. Les marmottes ont parmi les peuples de la montagne une activité qui les singularise. Ce ne sont pas les seuls à faire ça, mais quand même, c'est qu'elles fouissent le sol. Elles le creusent un petit peu, elles le remuent. Elles vont chercher de la nourriture, elles jouent un peu avec le sol, elles enterrent des choses, bref. Elles se signalent par ce qu'on appelle une activité fouisseuse. C'est extrêmement important
Parce que, en fait, les marmottes aident les sols à respirer en faisant ça. Elles drainent les sols. Elles les aèrent. Des sols bien aérés, c'est des sols qui stockent beaucoup mieux le carbone. C'est déjà intéressant. Mais des sols bien aérés, c'est aussi des sols qui réagissent beaucoup mieux à des pluies qui deviennent par exemple très très intenses. Donc imaginez la situation. Les marmottes sortent de leur terrier au printemps, elles sont très fatiguées, elles fouissent moins le sol, elles remuent moins le sol, elles aèrent moins le sol. Un jour, c'est beaucoup d'eau tombe. La pluie est très forte. Le sol ne peut plus boire l'eau. L'eau ruisselle, elle s'écoule sur le sol, et elle rejoint des routes, par exemple, en faisant s'ébouler quelques pierres, plus beaucoup de boue. La route se barre, la route s'effondre. C'est ce qui est arrivé à la route de Modane, il y a quelques mois. Et depuis, encore aujourd'hui, si je ne me trompe pas, on ne peut plus prendre cet axe. Alors, c'est pas uniquement parce que les marmottes sont fatiguées que la route de Modane n'est plus praticable. C'est une cause parmi d'autres. Mais voilà, c'est pareil. Dans la montagne, on ne pense pas à ces petites marmottes qui fouissent le sol et qui aident en fait le sol de la montagne à résister, parce qu'il respire bien, à toutes les intempéries qui viennent du ciel et qui sont de plus en plus intenses avec le réchauffement climatique. Bref, j'ai voulu raconter en fait cette vie de la montagne qui est extrêmement riche et à un niveau où on commence à se dire bah tiens, c'est là que la vie disparaît. Je rejoins les hauteurs minérales, je suis enfin seul. Beaucoup de gens vont en montagne pour se trouver seuls, ce que je peux comprendre, mais ce qui est un mythe, parce que évidemment, la quête de la solitude en altitude, c'est une recherche extrêmement humaine. On veut s'éloigner de ses propres congénères, mais en fait, on n'est jamais seul, dans les milieux où on croit être seul. On est toujours observé par une quantité d'êtres non humains qui vous repèrent dès que vous posez le pied dans une zone où vous pensez qu'il n'y a personne. Et ça aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir à sentir en fait cette ambiguïté. Ça fait la richesse du lieu, c'est-à-dire que vous avez l'impression d'être seul. Vous dites même parfois, enfin, silence, le paysage sonore de cette altitude du plateau, 2400 mètres le matin à 6 heures, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de bruit. C'est une région où en plus, il n'y a quasiment rien dans le ciel en termes d'avion. Eh bien, non. En fait, il y a plein de gens qui sont déjà réveillés. Simplement, voilà, vous ne le devinez pas tout de suite, mais vous êtes senti, repéré, vu, humé. Votre composition chimique est analysée par la mère de la harde de chamois qui se tient juste là et qui, elle, vous a vu monter le sentier, mais que vous n'avez pas encore repéré. Et quand vous la repérez, je raconte ça à un moment, vous vous immobilisez, il y a une espèce de face-à-face, comme ça, fugace, puis vous reprenez un peu votre équilibre parce que la position d'arrêt n'est pas toujours facile à tenir longtemps. Vous faites ça, hop, vous relevez le regard, il n'y a plus personne. Définition du sauvage. Ça apparaît, ça disparaît. Ça apparaît, ça disparaît. Vous n'êtes pas seul. Voilà, pour moi c'est ça la montagne, entre autres, mais c'est ça. C'est ce que je raconte et je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, eh bien, je crois qu'on a encore un peu de temps. Merci à vous. Merci Sandra.
Oui, oui, oui. Oui, oui. Vous avez des questions en italien, en français Je peux dire quelque chose? Bien sûr. Parce que j'ai vu qu'il y avait un chapitre, la Terre intérieure, qui a l'air très magique. Et le mot métaphysique, c'est méta, l'au-delà, et physique, la réalité. À quel moment vous avez senti toutes ces choses qui étaient juste la Terre à l'intérieur et visible, quoi? Cet échange, mais comment vous l'avez senti tout de suite ou vous avez petit à petit pour écrire dessus, quoi? Alors, en fait, le titre original et le sous-titre original. Titre, Quand les montagnes dansent. Sous-titre, Récit de la montagne intime. Alors, il y avait une petite discussion sur la traduction italienne de intime en intérieur. Il a été choisi intérieur. Je pense, hein, je fais confiance de toute façon, bien sûr, mais il est vrai qu'en français, intime sonne différemment de intérieur. Ou du moins pour moi, en deux mots. Pour moi, intime, ça ne veut pas dire forcément qu'il y ait une coupure entre l'intérieur et l'extérieur. Pour moi, le terme intérieur veut un petit peu dire ça. Il y a l'extérieur, il y a l'intérieur. Et donc, la terre intérieure serait, en français, hein, c'est différent en italien. En français, ça participerait beaucoup au mythe de la solitude, une bulle. Vous voyez, je me sépare de l'extérieur. Alors qu'avec le terme intime, ce que j'aime beaucoup dans le terme d'intime, en plus dans l'expression un peu étrange, terre intime, parce que la terre, c'est un niveau, le niveau planétaire, hein, c'est la majuscule. Et l'intimité, c'est vraiment le micro de l'individu. Ce que j'aime beaucoup dans cette expression, c'est justement que j'ai le sentiment que ça autorise les allers-retours entre ce qu'on peut ressentir personnellement et ce qui se passe dans le monde où on est. Pour finir ma réponse, parce que la question est... Enfin, on pourrait en discuter longtemps, mais voilà, le mot environnement. Pour moi, le mot environnement est assez problématique. Donc en italien, ce serait plutôt ambiente ou quelque chose comme ça, mais en français, c'est un petit peu problématique parce que justement, on retrouve cette division intérieure-extérieure. Le monde nous environne. On est au centre et la nature est autour de nous. Et donc, on réfléchit à la nature dans notre sphère intérieure comme à une chose extérieure. C'est pour ça qu'on a un rapport souvent à la nature qui est un rapport de décor ou de paysage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens qui travaillent sur la notion de paysage essayent de plus en plus, tout en défendant encore la notion de paysage, et je comprends pourquoi, de la détacher de la notion de décor. Le paysage n'est pas un décor. La nature ne nous est pas extérieure. Le paysage, ce n'est pas quelque chose qui nous environne. Ce n'est pas quelque chose que l'on contemple. Nous, on est là, sujet contemplateur, et il y a un écran en face de nous. Voilà. Alors, pour se décaler de ça, pour se décentrer de ça, je trouve que la notion d'intimité est parmi tant d'autres, mais la notion d'intimité est bien, parce qu'il y a du flux dans l'intimité. Je trouve qu'on peut être tout de suite relié au milieu où on vit. Et on n'est pas entouré par le milieu, on est dedans. Voilà, mais intérieur, et en italien, rend le terme intime, donc pas de problème. Et donc, voilà, la métaphysique, eh bien, pour moi, il n'y en a pas. Là, si j'ose dire, il n'y a pas du méta, il n'y a pas quelque chose au-dessus de la nature.
surtout pas nous, en tant que sujet maître ou contemplateur, mais on est vraiment... Enfin, je pense que quand on est en montagne, d'ailleurs, ou dans des milieux où les éléments naturels sont puissants, on ne peut pas souscrire à la notion d'environnement. On ne peut pas souscrire à simplement « Oh, c'est beau », comme c'est un beau spectacle, dont on serait un peu détaché. Hein. Vous savez, c'est un peu la métaphore de la tempête. Voilà, une tempête qu'il y a sur l'océan, mais nous, on est sur le rivage. Donc la tempête fait peur, et en même temps, on sait que ce n'est pas nous qui sommes sur le bateau, là, qui est en difficulté. On est en sécurité. Quand on est en haute montagne, quand on est dans les régions arctiques ou dans d'autres situations, d'autres milieux, on est tellement dedans, les éléments sont tellement puissants. Là, quand on est en montagne la nuit, hein, ou le petit matin quand il fait encore très sombre, on est vraiment tout petit en tant qu'humain. Et c'est aussi l'un des messages du livre et du précédent. C'est-à-dire que dans ces milieux-là, il faut savoir quelle est notre place. Hein. Donc pour moi, il n'y a pas de méta possible. C'est plutôt de l'infra. Hein. On est dedans. Et d'ailleurs, je ne parle pas de nature. Cette notion de nature, il y a plein de discussions. On pourrait, si vous voulez, y passer la nuit. Mais la notion de milieu la remplace, en fait, pour celles et ceux qui sont un peu plus connaisseurs ou connaisseuses. Et ce n'est pas pour rien. Le milieu, on est dedans. La nature, on peut la mettre en dehors de nous. Et je le redis, vraiment, il y a des milieux naturels où on ne peut pas être dehors. On est pris dedans. Le magnétisme avec lequel je commençais, l'attraction, si on est attaché à des milieux naturels, c'est aussi parce qu'on est attiré par eux. Et si on est attiré par eux, c'est parce qu'il y a un grand aimant dans ces montagnes-là, par exemple, hein, et nous, on est un tout petit boulon, et hop, voilà, on est attiré par ce grand aimant. Et on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Vous parlez à n'importe quel montagnard ou montagnarde ou Inuit du Groenland sur telle ou telle île. Souvent, l'une des réflexions qui revient le plus à propos des aléas météorologiques, hein, des variations de la météo, c'est on verra, attendons. La patience dans ces milieux-là. La patience, c'est l'autre nom de notre vraie place, de notre vraie petitesse dans ces milieux si puissants. Et donc, même lorsque j'écrivais, ça m'a même interrogé sur l'écriture. Parce que l'écriture, en fait, c'est une position de pouvoir. Je vais réduire dans ma capacité à décrire ce que j'ai vécu en haute montagne, je vais réduire finalement la montagne elle-même à ce que j'en ai compris, à ce qui m'a affecté d'elle. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que je trouve une manière d'écrire qui témoigne de ma petitesse, qui témoigne du fait que je ne me suis pas trouvé dans ce milieu-là comme un conquérant, qui comprend tout, qui vit tout. Enfin, vous voyez, il faut trouver les mots pour prendre en charge, en quelque sorte, la responsabilité qu'on a de dire ce n'est pas parce que j'écris que je transforme la montagne en un beau décor que je décrirai par le pouvoir de mes mots. Et ça suffira
à comprendre le sens de la montagne. Vous voyez, hein, c'est une vraie question d'écriture, quoi. Et pour penser comme un iceberg, juste avant, il y a un prologue et un épilogue où je fais parler la barrière de glace en Antarctique qui a arrêté James Cook durant son 3e voyage en 1774. Ça, c'est le prologue. Pour la 3e fois, il a essayé 4 fois. Il essaye de savoir à quoi correspond l'Antarctique, dont on parle tant dans les salons de Londres. Et pour la 3e fois, il est bloqué par une énorme barrière de glace. Et je me mets du point de vue des glaces. Je ne me mets pas dans le bateau de Cook. Je me mets du point de vue des glaces qui voient le bateau arriver. Vous avez vu ce film de Terrence Malick, The New World, Le Nouveau Monde? Regardez-le. J'ai pensé au début de ce film, lorsque les Indiens autochtones voient les conquérants européens arriver dans leur caravelle. Le génie de ce film, dès le début, c'est... Et aussi dans la traduction en italien, vous êtes content que ça... Oui. Vous pensez que vous êtes réussi à donner cette impression Je crois. Du point de vue de la classe? Alors, donc le Penser comme un iceberg n'est pas traduit en italien. Si ça l'est un jour, ce serait évidemment très 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 bien. Mais là, comme je le disais au tout début, moi je trouve la traduction très 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 bien, vraiment, avec ma capacité d'analyse, mais j'ai pu la relire. On a pu en discuter un petit peu comme ça avec la traductrice, et donc je remercie via l'éditeur, mais je vraiment remercie la traductrice pour son travail. Et une fois de plus, il faut défendre aujourd'hui le métier de traducteur et de traductrice, qui est quand même en train de disparaître progressivement pour les raisons que vous savez. Et non, c'est vrai, avec les schémas d'intelligence artificielle qui serviront à autre chose, mais voilà, ce métier-là est vraiment à haut risque aujourd'hui, et donc moi je trouve que pour autant que je puisse en juger, c'est vraiment une très bonne traduction. Je crois qu'elle... oui, je crois que c'est à la fois une traduction extrêmement fidèle, et à la fois, comme toujours, c'est un texte un petit peu différent qui sort, ce qui est tout à fait normal, hein, mais c'est pour ça que je trouve, enfin, en tant qu'auteur, je sais que ce n'est pas le cas chez tout le monde, mais moi, en tant qu'auteur, je trouve ça extrêmement gratifiant d'être traduit à l'étranger, bien sûr. Et chaque fois, j'éprouve beaucoup de joie, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je viens défendre mon livre, mais aussi une traduction, en fait, hein, qui est à la fois mon livre et finalement autre chose de ce point de vue-là. Et je crois qu'il faut que l'auteur ou l'autrice qui est traduit et traduite accepte en fait ce contrat, hein, de réécriture que suppose toute traduction. Donc, par exemple, hein, intérieur, intime, ça ne sonne pas tout à fait pareil d'une langue à l'autre, mais peu importe, puisque du point de vue de la langue qui traduit, on me dit, mais en fait, c'est ça qui est juste. Et donc, je ne vais pas dire, mais non, c'est pas ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais en italien, peut-être intimiste, mais c'est autre chose. Exactement. Exactement, et ça nous renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure sur la place, la vraie place qu'on doit occuper dans un milieu naturel puissant. En fait, on retrouve ce problème de la place, c'est-à-dire que la place de l'auteur ou de l'autrice, quand son texte est traduit, ce n'est pas une position de maîtrise. Il y a un moment où il faut accepter d'abandonner son texte. Il faut l'abandonner à la traduction, à l'autre langue. Il faut passer par l'épreuve de l'autre langue, comme disait l'autre.
Et ça, je crois que c'est un exercice d'humilité qui doit faire partie aussi du métier d'écrivain ou d'écrivaine, en son sens très large, hein, à partir du moment où on est traduit.